raison Cyril, c'est juste, mais en fait la stratégie de marketing de l'époque, il y en avait pas finalement. Donc tout ce qu'on crée aujourd'hui en ayant déployé une vraie équipe marketing, parce qu'il y a 3 personnes qui nous ont rejoints en début d'année, et c'est devenu un pôle qui est important, hormis évidemment l'influence, les collabs, parce qu'on a un plan d'activation sur l'année 2026 déjà, on a envie d'être plus visible. Et pour être plus visible et pour aller chercher, tu le sais, du chiffre à l'international et de draguer un peu on va dire les acheteurs des départements de store ou des bons masters franchisés par pays, il faut avoir bien sûr un vaisseau amiral, ce qu'on n'avait pas. Et alors ta question était très drôle, mais je vais dire que ce concept mis en avant est peut-être un peu plus féminin. Tous les concepts qui avaient été faits par mon père. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de plaisir avec ma sœur Léa. Elle a eu des idées géniales de mise en place et on se retrouve dans un espèce de cocooning ultra féminin et qui colle complètement aux attentes de nos clientes et à nos collections. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marque, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Ce n'est pas une information très nouvelle, nous le savons tous depuis quelque temps, le prêt-à-porter féminin traverse une zone de forte turbulence. Même si l'inflation a nettement ralenti ces derniers mois, les comportements d'achat restent prudents. Les consommatrices regardent davantage leurs dépenses, elles comparent, elles attendent parfois un signal pour passer à l'acte. Les promotions qui servaient autrefois à dynamiser les ventes deviennent souvent ce déclencheur. Dans le même temps, les plateformes d'ultra fast fashion, Shein, Temu et d'autres imposent des références prix extrêmement agressives. Elles ne jouent pas exactement, c'est moins qu'on puisse dire, sur les mêmes bases en matière de coûts ou de contraintes réglementaires, ce qui reconfigure la compétition. Et puis, il y a le cadre réglementaire. Lui aussi, il évolue. L'Europe renforce les exigences de traçabilité, contrôle davantage les conditions de fabrication, remet sur la table la question de l'équité concurrentielle, notamment autour des flux extra-européens. L'intention est de corriger certaines asymétries. Sur le terrain, cela signifie surtout des ajustements, des coûts supplémentaires, des organisations à adapter. Reste à savoir si l'effet sera à la hauteur des ambitions. Ce qui rend la période particulière, c'est moins un facteur isolé que leur accumulation. Une cliente plus attentive, une concurrence mondiale intense, des règles du jeu qui se redessinent. Les enseignes doivent continuer à créer du désir tout en tenant leur modèle. Dans ce contexte, vendre une collection ne suffit plus. Il faut réellement piloter un cap. C'est dans cet environnement que je reçois aujourd'hui Benjamin Belaïch, président de Sud-Express. Sud-Express est né en 1977, une marque française de prêt-à-porter féminin positionnée sur un segment premium accessible avec un réseau dense de boutiques en propre et affiliées. Au fil du temps, l'enseigne a construit une identité reconnaissable, une cohérence de collection, un style qui parle à ses clientes. Elle vient d'ouvrir un nouveau chapitre avec la transmission entre son fondateur, Patrick Belaïch, et la nouvelle génération. Benjamin connaît la maison de l'intérieur, il a longtemps piloté l'opérationnel avant de prendre la présidence. Ce passage de relais intervient à un moment
où le secteur se transforme en profondeur, le timing n'est pas neutre. Benjamin, j'aimerais commencer par ton regard sur le marché. Comment tu lis l'évolution de la demande? Comment tu vis cette pression concurrentielle vraiment très directe? Et puis, très concrètement, comment ces évolutions réglementaires impactent ton modèle? Nous reviendrons ensuite sur Sud Express, son histoire, la transmission, les choix stratégiques qui expliquent sa trajectoire dans un secteur pour le moins chahuté et puis les projets que tu portes aujourd'hui. Enfin, nous parlerons de la relation avec vos clientes, comment vous entretenez ce lien dans la durée, comment vous travaillez le CRM, la data, l'acquisition, la fidélisation dans un environnement où l'attention se fragmente. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, Benjamin, peux-tu te présenter en quelques mots? Merci Cyril. Alors, je suis Benjamin Belaïch, j'ai 41 ans bientôt, après un parcours scolaire, on va dire, un peu atypique, j'ai vite compris qu'il fallait que je me mette à travailler. J'avais une envie folle de travailler étant, fils de parents commerçants et de grands-parents commerçants. Et donc, après une année en école de commerce, j'ai rejoint en stage le groupe Célio, qui était une super école puisque il y avait à peu près 1000 boutiques dans le monde, à peu près 500 collaborateurs au siège, et c'était pour moi une formation très importante. J'ai démarré aux achats avant d'intégrer le réseau, et ça a été très bénéfique puisque rentrer ensuite dans une entreprise familiale où il y avait tout à construire, 10 fois plus petite, ça donne des idées. Tu as abandonné tes études de commerce pour rentrer directement dans le monde du travail, c'est ce qu'il faut comprendre? C'est exactement ce qu'il faut comprendre. Combien de temps t'es resté chez Célio? J'ai passé 2 années. Ouais. 2 années aux achats? 2 années, 1 année aux achats et 1 année un peu à parcourir, divers services et une sublime école. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 années? Je retiens, beaucoup de rigueur, pour une boîte qui a été aussi fondée, par une famille qui est encore aux commandes, et d'une entreprise qui a fallu qu'elle évolue avec, 1000 boutiques encore une fois, beaucoup de collaborateurs, des magasins, de grande surface dans des emplacements, magiques un peu partout, et toute cette construction autour, des jeans, parce que je me rappelle, je crois que c'était le meilleur vendeur de jeans de France, Célio, Ah ouais? à un moment, ouais. Et alors c'était assez intéressant de découvrir le monde du travail par ce métier qui me plaisait, et évidemment, sur lequel j'avais des affinités, parce que depuis tout petit, j'arpentais les boutiques avec mon père tous les week-ends. Là, tu commences chez Célio, globalement, on est en quelle année, là? On doit être en 2005-2006. OK, donc Sud Express existe déjà depuis quelque temps, puisqu'il est même plus ancien que toi, la marque. Ouais. Tu faisais la comparaison entre ce que ton père te racontait, ce que tu pouvais vivre, au travers de l'aventure entrepreneuriale de ton père et ce que tu constatais chez Célio? J'essayais parce que j'étais pas encore, on va dire, au centre de Sud Express, mais je faisais tous mes stages d'été pour me payer mes vacances, à l'entrepôt comme manutentionnaire depuis mes 14 ans. Donc je voyais comment tu, préparais une commande pour un magasin pour qu'elle puisse recevoir ses pièces à temps et faire du chiffre. Donc c'est vrai qu'il y avait un décalage énorme évidemment entre ces 2 entreprises, mais le jour où je suis rentré, chez mon père, j'ai tout de suite, eu pas mal d'idées parce qu'en fait, tu te rends compte que c'était un peu archaïque. Qu'est-ce que tu as constaté d'archaïque? Et est-ce que si, tu as pu faire ce constat d'aspect archaïque, c'est parce que tu es aussi passé chez Célio? Complètement, complètement. Ça m'a donné la vision enfin d'une entreprise établie avec un maillage extraordinaire de points de vente et avec, des gens au bon endroit, et donc en arrivant chez Sud Express, c'est vrai que c'était, à l'époque, une trentaine de points de vente. On est en quelle année là? 2010? 2007, 2007. 2007-2008. C'était une trentaine de points de vente. C'était, je crois, 25 personnes au siège, et donc il y avait pas de mail en boutique. On envoyait tout par fax, Incroyable. sans couleur. Il y avait pas de directeurs régionaux, c'est-à-dire qu'il y avait qu'une personne qui pilotait le réseau, et il y avait aucun suivi, on va dire, des partenaires affiliés qui étaient en place. Et j'ai des anecdotes extraordinaires, parce que j'ai très vite parcouru le terrain, et on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de choses à faire, en effet. C'était assez drôle. Qu'est-ce que tu retiens comme anecdote? Parce que là, tu nous mets l'eau à la bouche. Les magasins étaient déjà en propre et en affilié, il y avait un mix des 2?
Ouais, ouais, en effet, il y avait un mix des deux et une anecdote incroyable, c'est qu'un jour, je me retrouve dans une boutique, je crois que c'était en Bretagne, ça devait être à Morlaix, dans ma tournée, parce que je parcourais la France pour aller voir les boutiques et je crois qu'en arrivant dans la boutique de Morlaix, il y avait évidemment la collection Sud Express avec l'enseigne Sud Express et à côté de la caisse, il y avait un présentoir avec des bijoux qui étaient tout sauf de notre marque et évidemment sans process très précis, personne ne pouvait savoir au siège, en tout cas. Ce qui était vraiment distribué dans une boutique. Et ça, c'était il y a quasiment 20 ans et heureusement, ça a beaucoup changé. Ce que tu veux dire par là, c'est que c'était un affilié ou C'était un affilié. un affilié, ouais. Mmh, mmh, mmh. Il avait 2 caisses. Il avait sûrement 2 caisses. Tu parcours donc tu fais tes armes, en fait, en parcourant, la France, le réseau, les magasins. Tu disais que tu avais constaté une forme d'archaïsme. Tu fais ce qu'on appelle aussi un rapport d'étonnement quelque part, en découvrant la réalité du terrain. Qu'est-ce qui saute à tes yeux comme étant nécessaire à modifier? Est-ce que tu arrives à acquérir une conviction sur la façon avec laquelle tu vas pouvoir ou l'entreprise va pouvoir améliorer un certain nombre de choses et amplifier une croissance qui était déjà, certainement présente? Hem, écoute, ce qui a été très important pour nous, c'était déjà l'envie de se structurer et de recruter des talents, parce qu'on avait besoin de passer un cap, en structure, parce qu'avoir 30 boutiques et passer à 60 ou 70 n'est pas la même chose. Donc on a dû mettre en place des ressources pour, avoir des équipes autour de nous, aussi, professionnaliser, l'entreprise avec des outils, logiciels et autres et de mettre des procédures en place. Pas mal de procédures en place. Les procédures qui manquaient, elles avaient attrait à quoi? C'était sur la façon dont les, collections étaient préparées, comment on remontait les signaux faibles du terrain? C'était la relation avec les magasins ou alors avec les clientes? C'était où que c'était trop artisanal? Partout, tu vas me dire? C'était quasiment partout, bizarrement, mais c'était dans l'IT parce qu'on n'avait pas de service développé, donc on a dû recruter un premier DSI, hein, qui est arrivé, en 2008, qui est toujours là aujourd'hui, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui ont une vraie fidélité, et qui nous accompagnent avec nous. Donc Louis, ça fait, quasiment, 20 ans qu'il est là. Mais c'est surtout, en termes également d'humain, parce qu'on a eu besoin des gens qui avaient travaillé dans des réseaux et qui savaient gérer des réseaux. Ce qui n'était pas notre cas, parce que même avec une trentaine de boutiques, c'était géré comme mon père a toujours dit que c'était un petit commerçant de quartier. Donc, il a toujours géré cette façon-là et on a eu envie, en fait, de passer un step, et d'être, on va dire, un peu plus professionnel. Mon père c'est lié à son enfance, mais il a eu une enfance, très difficile et je pense qu'il a jamais voulu se mettre en risque en créant cette entreprise et quand je suis arrivé, la trentaine de points de vente étaient soit des boutiques un peu trop petites, soit des emplacements bis. Il a peut-être eu peur dès le démarrage de prendre des vrais loyers avec des vrais emplacements. Heureusement, le produit et la marque a été, bien accueillis auprès de la clientèle et ça a été le gros move qu'on a fait en se structurant après d'aller sur des emplacements un peu plus forts, un peu plus visibles, avec plus de vitrines, avec plus de surface. On crée un concept. Donc il y a eu ces années-là qui ont été très importantes, je pense, dans la transformation de la boîte. Elles ont duré combien de temps, ces années de transformation? À peu près 3-4 ans, on va dire. Donc 2008, 2011, 12, c'est ça? Oui. Quelque chose comme ça? Oui, oui, parce qu'on a dû avoir un concept, qui a été un vrai changement pour la marque, un concept store, dans les années 2010-2011 qu'on a beaucoup déployé avec une année 2011 qui a été de mémoire très, très forte puisqu'on avait dû ouvrir, je crois, 23 boutiques cette année-là. Pour les ouvrir, on les finance comment ces boutiques? Parce qu'il y en a qui sont en propre. Vous aviez la trésorerie nécessaire pour ça? C'est un investissement en tant que tel d'ouvrir des boutiques. Bien sûr, c'est du CAPEX lié aux valeurs de fonds de commerce, d'acquisition et également des travaux, mais on a toujours réussi à autofinancer nos développements, et via de la dette bancaire, mais et les affiliés, en fait, l'avantage de l'affilié, c'est que, évidemment, la cliente ne fait pas de distinction. L'affilié a son concept à l'enseigne et exactement le même merchandising, sans que la marque ait à dépenser de CAPEX, hormis bien sûr le BFR pour le stock. Qu'est-ce que tu retiens là de ces 3-4 années charnières? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es retourné, tu dis: «Ah ouais, on a quand même bien avancé»? Est-ce que tu te dis: «Effectivement, les paris qu'on a pris quand tu es arrivé dans l'entreprise, convaincre ton père qu'il fallait se mettre un peu en risque pour avancer,
déployer des solutions informatiques internes, améliorer les process, ce que tu viens de nous décrire. Et à un moment où tu te dis, ça y est, je sens qu'il y a déjà un premier niveau d'objectif qui est atteint. Oui, complètement. Mais qui était très axé encore sur le retail. Donc jusque 2012-2013, c'était très axé retail. Et oui, on avait vraiment évolué en termes de parc, puisqu'on s'est retrouvé quasiment à avoir directement 90 points de vente, avec beaucoup de développement lié à l'affiliation, parce que vraiment la marque était très demandée en affiliation, du fait du positionnement, de la collection et du rapport qualité-prix. On a toujours été juste. Et ça, les professionnels le ressentaient. Est-ce qu'il est juste de comprendre dans ce que tu dis que ce qui avait amélioré était le fonctionnement même de l'organisation, de l'entreprise, mais pas le produit, puisqu'il a toujours été correctement positionné, correctement accueilli par le marché? C'est exactement ça. En fait, le produit a toujours été là parce que mon père est un vrai homme de produit. Il a appris le métier à 22 ans en ayant un atelier avec des tables de coupe, hein. Donc, on peut pas lui faire à l'envers lorsqu'on construit ou qu'on doit pondre un produit. Et je pense que dans ce métier, souvent les belles réussites, un chef d'entreprise n'était pas seul. Il y avait souvent un binôme. C'est un métier complexe qui regroupe plusieurs métiers et il a toujours fallu avoir quelqu'un qui était très produit et quelqu'un qui gérait les finances et le commercial. Et peut-être que j'ai participé à l'aide de pouvoir un peu le soulager sur cette partie commerciale et qui se concentre sur le produit, ce qui permettait d'être encore plus fort sur sa partie. Et moi, ce qui est génial, c'est qu'il m'a très vite fait confiance pour m'occuper du réseau, du terrain et des recrutements. Et il y a un moment où le e-commerce s'intègre dans la stratégie de distribution? C'est un grand mot, mais oui, en 2008, j'ai lancé, le premier site e-commerce. Bon, il a fallu démarrer comme tout le monde, on l'avait fait avec des partenaires externes, puisqu'à l'époque, je crois que c'était une filiale de Pixmania, qui sont des bons amis qui avaient lancé, une boîte pour aider les marques à créer leur site internet. Et depuis 2008, on a beaucoup évolué avec, je crois, 7 ou 8 sites différents depuis et maintenant, évidemment, c'est une stratégie, très importante chez nous, le digital, qui est un peu le point fort de la transmission familiale qu'on a adopté et c'est aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je crois qu'on ça représente 10 à peu près du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ah oui, donc ça fonctionne bien. Bon, tu es arrivé à 90 là en 2011-2012, 90 points de vente. Aujourd'hui, c'est 175, c'est ça? Points de vente, en propre et affiliés. Tu me disais avant d'enregistrer 2 tiers, 1 tiers, Mmh. hein, c'est ça? On va aller développer ça, un peu plus tard dans notre conversation. On a compris comment tu t'étais construit, heu, comme on dit, les mains dans le cambouis, à être aux opérations et je suis bien convaincu d'une chose, c'est que les opérations, c'est ce qui fait comprendre le business. Si ça s'appelle les digital doers, c'est bien en référence à ça pour ceux qui font, heu, surtout quand on parle de, digital, de e-commerce, c'est souvent représenté par un écran qui en fait est juste le chemin final, le point final d'un chemin, très concret, très opérationnel avec des comment dire? Des centres logistiques, des services clients. En arrivant, on enregistre dans tes bureaux, tu m'as présenté un peu les différentes parties, de l'organisation qu'il y a ici. On a un showroom, on a, des personnes qui travaillent au style. Bref, j'ai pu voir tout ça. Je crois que je mettrai quelques photos pour illustrer, ce que tu m'as présenté. On va prendre un peu de hauteur, Benjamin, si tu veux bien, pour, parler du marché. En introduction, j'ai commencé à poser quelques constats. J'imagine que tu les partages, puisque je les ai pas inventés, ils sont, assez, consensuels. On est effectivement dans le prêt-à-porter féminin plus particulièrement. D'ailleurs, j'ai reçu, à ce sujet, Yann Révoilin derrière ce micro, qui a pu lui aussi évoquer les enjeux qui se présentent à cette industrie en France. Le milieu de gamme souffre particulièrement des attaques, de la concurrence, des plateformes asiatiques, des évolutions de consommation, puisqu'elles sont de plus en plus omnicanales. J'imagine que tes consommatrices, elles se retrouvent dans les magasins avec le téléphone à la main, que ça doit pouvoir comparer, regarder ce qu'il y a sur le site internet. Bref, on est tous d'accord pour dire que le consommateur attend vivre une expérience identique en magasin ou online. Ça impacte les différents départements, les différentes organisations au sein même de l'entreprise.
Ce marché, l'offre, la demande, la régulation, comment tu le perçois en 2026, début 2026? Eh bien, comme tu dis, c'est un marché qui a fortement évolué. Hem, il y a eu un vrai effet Covid et déconfinement pour nous et je pense que les méthodes de consommation évidemment ont changé. Je crois qu'en 10 ans, le retail a perdu 50 de fréquentation. Donc c'est énorme, c'est colossal et l'avantage qu'on retrouve, c'est qu'une cliente qui rentre dans une boutique, même s'il y en a 2 fois moins qui rentrent, elle rentre avec une vraie intention d'achat. Donc on arrive à transformer et à réaliser nos objectifs puisque celle qui rentre, en tout cas, on a l'avantage d'avoir tous les outils de data nécessaires et on a un taux de transformation qui est, plus que bon, au-dessus de la moyenne, on va dire, du métier et ce qui fait qu'on arrive à bien transformer. Ça, c'est quelque chose qui se repère dans l'ensemble du métier, les autres vendeurs, les autres enseignes. Tu as l'impression qu'elles vivent la même chose ou une fréquentation, moindre, mais finalement un taux de transfo, supérieur? Oui, je pense que c'est une tendance qui est générale. Après évidemment, il faut avoir, l'offre, au bon moment et au bon endroit dans les boutiques pour qu'on puisse, transformer en caisse. Mais, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aperçu et qui est particulier puisque, ça nous a permis de réduire aussi les coques horaires. On a moins d'heures travaillées, et moins de vendeurs et de vendeuses en magasin qu'on avait à l'époque. Moins de fréquentation qui va avec, moins de gens pendant les opérations promotionnelles. On est plus sur un modèle où on est lissé toute l'année. Un avantage également chez nous, c'est qu'avec un panier moyen de 130 €, on arrive à encore évidemment faire beaucoup de ventes plein pot. On va y revenir sur comment tu fonctionnes. Mais moi, ce que je voudrais, Avec c'est plaisir. savoir comment tu perçois les évolutions de consommation de façon générale. Hop, Les femmes aujourd'hui, d'ailleurs, juste pour qu'on sache bien, et on reviendra après plus tard dessus, ton cœur de cible, c'est les femmes urbaines, actives, quelle tranche d'âge? 35-45 ans. Ok. Donc, je, comment tu vous les percevez, ces évolutions de consommation? Est-ce qu'elles sont sensibles à l'offre d'ultra fast fashion? Alors premièrement, il y a un sujet de localisation parce que, encore une fois, l'après-Covid fait qu'on se rend compte que les clientes aiment bien consommer la tête tranquille. Il y a moins l'achat, dans les grandes agglos entre midi et 2 ou après 18h30. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a un beau maillage du territoire avec beaucoup de boutiques dans les villes côtières, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas du hasard si du Touquet jusque Menton, on arrive à faire des chiffres parfois plus gros que nos boutiques parisiennes. Donc ça, on a la chance d'avoir un point, important là-dessus. Ensuite, par rapport à l'ultra fast fashion, bien sûr, on n'est pas de ce créneau-là, mais, on s'aperçoit que les clientes achètent plus responsables. On le voit aussi chez nous. Elles vont acheter peut-être un peu moins de basiques, mais des pièces plus travaillées, qu'elles veulent garder dans le temps. Une belle pièce à manches, une belle pièce en cachemire. Un des éléments, qui est assez frappant chez nous, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, alors on est une marque de maille, hein, on est reconnu pour la maille depuis toujours, mais je crois qu'aujourd'hui, on vend à peu près, 25 de cachemire à l'année. Ça pèse 25 du chiffre, donc on a le mix produit qui nous a permis d'évoluer. On n'a pas augmenté nos prix. Par contre, le mix a fait que, les qualités ont quand même évolué et donc aujourd'hui, on s'aperçoit, voilà, qu'il y a vraiment cet achat responsable. Mais on a, je crois, je sais plus quels sont les chiffres, les derniers chiffres, entre 20 et 25 millions de Français qui achètent sur Chine. Ta cible, elle l'achète sur Chine, non? Bon, Et toi, je pense que Chine est le concurrent d'un peu tout le monde aujourd'hui. et comment ça se passe par rapport, je disais, t'es premium accessible. Comment tu perçois les enjeux du marché premium? Ils sont pas clairement pas concurrencés par, l'ultra fast fashion, on n'est pas du tout sur le même, registre. Tu te places entre les 2, mais plus près du premium. On peut le dire comme ça? C'est Bien juste? sûr, c'est totalement juste. Le premium aujourd'hui, comment tu le perçois? Est-ce que c'est simple ou pas? Alors déjà, pour revenir au fast fashion, je pense que c'est très, très compliqué d'être sur le mass market. Parce qu'en frontal, ils se sont tapés tous ces gens-là Mmh. et donc c'est très, très dur parce qu'évidemment, pour des gens qui étaient en opération continuellement, d'avoir moins de fréquentation, en fait, les opérations servent plus à grand chose. Nous, cet avantage qu'on soit passé du milieu de gamme au milieu de gamme plus et d'être un peu cette entrée du luxe accessible, fait qu'on propose quand même des grades de qualité où les clientes reviennent. On est dans un monde où il faut quand même, comme tu l'as dit, fidéliser les clientes. Aujourd'hui, une cliente, elle est connectée, elle doit être reconnaissable partout, avec un stock unifié, ce qu'on a mis en place depuis un moment. Et donc, elle est avec son smartphone à la main et elle sait exactement, elle connaît la collection aussi bien que la vendeuse. Donc,
dans ce premium, je pense qu'il est important d'essayer de proposer de la qualité et du style et souvent un univers qui va avec, parce qu'à l'époque on parlait que du produit. Aujourd'hui il y a le produit, mais il y a l'univers de marque. Ah, c'est hyper intéressant que tu ailles dessus parce que c'est effectivement une subtilité dont il est pas beaucoup. Enfin, on en parle relativement peu. La marque, l'asset de la marque, quand tu prends les Chinois, ils n'ont pas investi dans la marque. Il n'y a pas d'histoire de marque. De façon générale, les Asiatiques, on n'a pas une histoire de marque. Tu vois, j'ai un ordinateur Samsung sous les yeux. T'as un Apple, je sais pas, mais si t'as un Apple, t'as pas la même histoire. Samsung, elle a pas vraiment une histoire. Il a un bon produit, mais il a pas une histoire. Apple, elle raconte une histoire. Les marques asiatiques, elles racontent pas d'histoire. Dans le fashion, elles racontent pas d'histoire. Shein, il raconte pas d'histoire. Il est sur un prix et une notoriété. Et là, ce que tu es en train de dire, tu mets le doigt très justement sur un élément fondamental qui est l'asset de marque. En anglais, on dit le brand equity. Ça, c'est clé. Aujourd'hui, c'est clé. Et depuis quelques années déjà, et on l'a vu avec toutes les belles DNVB qui se sont développées, qui ont eu des succès considérables, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, tu avais le produit, ça faisait 100% de ton histoire et de ton chiffre. Aujourd'hui, tu peux avoir le meilleur produit du monde, si t'as pas une belle histoire à raconter, ça fait que 50% du taf. Et donc, c'est drôle d'en parler, mais toute notre stratégie aussi est liée à ça, parce qu'on a la chance de pouvoir raconter une belle histoire qui est saine, qui est honnête, une transmission d'un père à ses enfants. C'est Léa, ma sœur, qui a repris le produit. Donc il y a un sublime message à raconter. Et c'est un peu notre idée dans cette transmission. C'est comment on se sert de tout ça pour créer du beau contenu, d'essayer de toucher nos clientes. On a la chance d'avoir des clientes fidèles. On va revenir sur les clientes. Justement, on va passer sur la partie transmission parce que c'est assez rare. C'est la première fois que j'ai en face de moi un entrepreneur qui vit cette transmission de père en fils, mais enfin on peut dire aussi en fille parce que ta sœur Léa fait partie de l'entreprise et du projet de transmission. Comment ça se vit? Comment ça se prépare une chose pareille? Écoute, Cyril, déjà, c'est un moment qui est très fort, très émouvant, parce que tu peux le préparer au mieux, mais le jour où ça arrive, finalement, t'es pas tellement prêt. Nous, notre père, il a créé sa boîte à l'âge de 22 ans. Il a eu 70 ans cette année, et ça faisait, on va dire, 5-6 ans qu'il avait un peu levé le pied, et donc il fallait qu'on s'organise surtout vis-à-vis des collaborateurs en interne, pour savoir quelle était la suite, en fait. Et on a eu la chance de rencontrer un family office très jeune qui s'appelle Fort Talent, qui a été fondé par Mathieu Leclerc, qui est le fils d'Ecathlon et qui accompagne des boîtes uniquement qui ont des transmissions familiales à réaliser. Et on s'est dit en fait que c'était le plus beau message à raconter. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'entreprise. Léa, ma sœur, ça fait 10 ans. Et une des plus belles satisfactions, c'est d'avoir vu tous nos collaborateurs rassurés par cette vision en fait long terme, de dire ok, on n'a pas un pied dehors, au contraire. Le modèle, pour en parler en 2 minutes, mais de Fort Talent, c'est de dire voilà, on accompagne les enfants, on rentre en minoritaire des entreprises, on vient cash out le fondateur, on est en minoritaire avec les enfants qui sont majoritaires et qui ont les droits de vote, ce qui était très important pour mon père et nous de garder en tout cas les décisions opérationnelles de l'entreprise. Et dans le deal, on a entre 4 et 7 ans pour repasser à 100% du capital, ma sœur et moi. Donc, on aime beaucoup cette démarche parce que même si ça fait longtemps qu'on est là, je pense qu'on a pu mettre des choses en place. On n'est pas dans un modèle d'héritage. On a tout approuvé pour pouvoir justement prendre des risques et s'endetter pour pouvoir récupérer l'entreprise à 100%, ma sœur et moi. C'est hyper intéressant de nous l'expliquer comme ça. Comment ça se passe concrètement? Il y a quand la décision est prise entre ton père et toi, enfin, j'imagine que ça s'est fait à 3, avec ton père, ta sœur et toi. Comment les choses... Il y a un moment où vous dites, bon, allez, on y va, c'est comme ça que ça va se passer. Concrètement, comment cette transmission se fait? Tu rentres petit à petit dans les dossiers, il y a un accompagnement qui est fait, ou alors c'était déjà très présent et il y a une délégation qui se fait. Comment concrètement ça se passe? Avec la rencontre avec Fort Talent? Non, non, dans le quotidien du pilotage de l'entreprise. En fait, dans le quotidien, depuis quelques années, comme je te l'ai dit, mon père avait vraiment levé le pied. Il avait gardé que le produit.
en charge. Donc il y a une vraie transmission qui s'est faite ces dernières années entre lui et ma sœur, parce que ma sœur a repris la direction artistique des deux marques, Sud Express et les Tricolia. Et moi, en fin de compte, la transmission, on l'avait entamée depuis 5-6 ans sur les autres métiers de l'entreprise. Et petit à petit, en fait, en discutant, on a senti que c'était le bon moment de le faire et que c'était surtout comme ça qu'on voulait le faire. C'était le bon moment parce que ton père avait besoin de lâcher les rênes. C'était un moment où il se disait c'est bon, j'ai donné. C'était aussi bon parce que stratégiquement pour l'entreprise, c'était le bon moment. Comment on décide que c'est justement le bon moment? Je sais pas s'il y a un bon moment en particulier. En revanche, on est dans une fenêtre temps où on le ressent. On le ressent parce qu'en fait, il venait un peu moins au bureau, il avait un peu lâché et à 70 ans, après une grosse carrière, a beaucoup, beaucoup travaillé. Je pense que on a ressenti que c'était le bon timing et on l'a ressenti d'autant plus au début du process, parce qu'avec Fortalent, il y a eu 1 an de process et ça s'est fait naturellement. Alors bien sûr, même une fois qu'on a signé, je crois que ça date de décembre 24. Évidemment, notre père continue à venir au bureau, hein. Ça s'arrête pas comme ça. Mais là, après 1 an où le deal s'est fait, bah, il vient quasiment plus. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de ça, Ouais, tout simplement, et de se rassurer parce que pour lui, je pense qu'il était très très important de se rassurer sur la suite et que ses enfants soient en sécurité. ça veut dire qu'il y a un moment concrètement où tu deviens le mandataire social. Il y a un truc, une signature, où c'est toi qui engage l'entreprise. Il y a des signaux qui concrétisent cette rupture entre l'organisation portée par ton père et celle portée par toi-même. Alors là où Fortalens sont vraiment des gens évidemment intelligents et performants, c'est qu'ils ont prévu tout un panel de choses à mettre en place au-delà du deal et du closing, et notamment un moment qui a été très très fort. C'était en septembre dernier, donc c'était 9 mois après les signatures, et c'était le moment important ils avaient imposé de faire une soirée de passage de flambeau où l'idée c'était d'inviter nos franchisés, nos collaborateurs, l'écosystème, nos conseils, prestataires, fournisseurs et autres, donc un peu l'écosystème qui connaissent la boîte depuis toujours, et où avec un discours de mon père qui me remet un objet symbolique. Je te montrerai l'objet, une clé en forme d'étoile. C'est un symbole, puisque l'étoile, pour rappel, est un peu notre emblème, notre logo. Et un discours que j'ai fait, Léa aussi. Et donc, c'était une soirée chargée d'émotions où, bizarrement, au lendemain de cette soirée de passage de flambeau, il s'est passé un truc. Bien plus que pendant la phase de closing, où mon père, finalement, se retrouvait sans action de l'entreprise. C'est quoi qui s'est passé? C'est indicible? C'est un sentiment? C'est une émotion? C'est quoi? C'est une énorme émotion. Je pense que tous les gens qui étaient présents, il y avait à peu près 200 personnes, l'ont ressenti. Et en fin de compte, c'est dire, bah voilà, en tant que fondateur de cette boîte, aujourd'hui, je vous prouve et je vous montre que je suis prêt, en tout cas, à ne plus venir travailler ou donner les rênes à mes enfants. Et je suis rassuré, en tout cas, par rapport à ce qu'ils ont mis en place, que l'entreprise va perdurer et qu'elle soit saine, puisque le but, c'est ça. Il aurait jamais il aurait jamais lâché les rênes s'il avait eu un doute ou s'il y avait un risque quelque part. Je pense qu'il avait besoin de lâcher en se sentant complètement en confiance pour la suite. Et toi, tu es en confiance? 100% en confiance. On a des très très beaux challenges avec Léa. On a une grosse rupture qui est dans cette transmission, qui est un énorme sujet marketing. Et donc, depuis maintenant 1 an, on a mis énormément de choses en place et on est hyper excité par ce qui va se passer cette année. Bah justement, comment en fait vous écrivez la nouvelle feuille de route de Sud Express? Elle vous appartient. La suite de l'aventure vous appartient. En 2026 ou peut-être même déjà de fin 2025, après cette soirée-là, c'est quoi ce qui se présente à vous tout de suite et comment on dessine les plans futurs? Eh bien, on s'est posé longuement, évidemment, pour écrire notre BP, comme toujours. Un BP qui est sur 5 années, mais qui a toujours été réalisé dans nos valeurs. C'est-à-dire que c'est un BP qui est conservateur, ce qui a rassuré, bien sûr, nos partenaires et notre père. Mais un BP conservateur où, en fait, en 3 phases principales: 1, finir le maillage du territoire en France, d'ouverture de boutiques. Il en manque où encore? Oh, il manque une quinzaine de boutiques en France pour Sud Express, on va dire.
Un peu éparpillé sur le territoire ou un peu éparpillé. Ah bah tiens, j'ai la carte sous les yeux là. Ouais. Alors en jaune, c'est les points En jaune, propres c'est les magasins propres. et en rouge, les affiliés. Exactement. En rouge, c'est nos affiliés et en vert, c'est les boutiques qui sont actuellement en travaux on a 14 ouvertures jusqu'au mois d'avril, là. OK. Et en gros, voilà, premier point, c'est terminer le maillage de la France. Deuxième point, c'est que le digital doit passer de 10 à 20%. Et troisième point, c'est l'export, où il faut qu'on aille aller chercher 20% du chiffre d'affaires à l'international. Aujourd'hui, il y a rien qui est fait à l'international ou quasiment rien, à part peut-être en Belgique, c'est quoi? Quasiment rien. Il y a quelques comptes à gauche, à droite, mais je crois qu'aujourd'hui, ça doit représenter 3 ou 4% du chiffre. Mais ça en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que mon père s'est toujours développé dans sa discrétion. Aujourd'hui, l'envie avec Léa, c'est de sortir un peu de cette discrétion et d'être un peu plus visible. OK, et vous avez un plan de déploiement international? Vous avez des pays que vous avez déjà identifiés, une stratégie pour aller prendre des parts de marché? On n'est jamais attendu quand on va à l'international. Non, tu as raison, c'est toujours compliqué. Alors, sur cette partie internationale, on a envie de le faire différemment. C'est-à-dire on n'est plus dans le monde où on monte un bureau, une filiale, on crée un réseau et on ouvre 20, 30 boutiques en Espagne. Nous, avec Léa, on a envie d'ouvrir un beau flagship dans les capitales européennes, soit géré un peu en mode start-up, avec peut-être un showroom à l'étage ou au sous-sol pour présenter des collections futures et faire du B2B. Peut-être un bel espace pour recevoir des influenceuses pour développer le marché digital sur place. Et même si on fait des scores incroyables dans ces capitales, on n'a pas forcément l'envie de déployer un réseau. Pour te répondre sur les autres axes. Pourquoi tu veux pas développer un réseau? Parce qu'en fait, évidemment, ce métier est un petit monde comme d'autres et on a beaucoup de copains dans ce métier et on a eu l'expérience de voir que souvent les gens se brûlent les ailes quand ils développent des marchés un peu plus lointains en mettant beaucoup de ressources. Et on a envie quand même de garder cet aspect taille humaine. On sait qu'une des forces de notre entreprise, même si aujourd'hui il y a 175 points de vente, et que l'entreprise réalise à peu près 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est sur une structure qui est agile, qui est souple et à taille humaine. Et je pense que c'est une vraie force pour l'agilité et pour la prise de décision. Au siège, il y a combien de personnes là où on se trouve? On est 52. 52. Et dans les magasins en propre, c'est quoi le... En tout, on est 320 collaborateurs. 320, ouais. C'est le delta entre ça, mais c'est très très important de garder le lien, mais je crois qu'on en parlera peut-être, mais le lien avec le terrain. Mais pour te finir, il y a 2-3 éléments très très forts aussi cette année. On ouvre un très très beau flagship rue de Rennes avec 25 mètres de façade en angle. On prépare un nouveau concept, on ouvre au mois d'avril. Tu seras convié évidemment. Avec grand plaisir. À l'inauguration parce que pour le coup, on a envie avec Léa de rendre hommage aussi à notre père avec cette ouverture-là, qui est vraiment stratégique. Et on a... Attends, tu vas continuer, mais un gros flagship, donc votre plus gros point de vente? Oui. Pourquoi faire ça? Eh bien, pour encore une fois sortir un peu de notre discrétion et montrer un peu la nouvelle génération et ce qu'on a envie de déployer, c'est-à-dire peut-être une boutique, on va dire actuelle, avec des codes qui marchent bien aujourd'hui dans les boutiques, notamment la partie omnicanal, avec des supports nécessaires et surtout une ambiance un peu nouvelle. D'accord. Cette ambiance-là, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, en quoi elle diffère? Je viens de titiller. Je voudrais juste C'est comprendre. une excellente question. Pourquoi je te pose la question? C'est dans ton discours jusqu'à maintenant, il y a eu une forme de discrétion, c'est le mot que tu as employé. Tu as aussi employé le mot conservateur. Donc on fait attention à nos sous dans la façon avec laquelle on se déploie. Ça marche et on ne fait pas plus de bruit. Là, tu viens de me dire, on va ouvrir un flagship rue de Rennes. Bon, rue de Rennes, tout le monde connaît, c'est sous sauf discret. Ouais. Un magasin d'angle, 25 mètres de vitrine. Donc là, on est à l'opposé de la stratégie marketing qui était utilisée jusqu'à aujourd'hui. C'est juste d'affirmer quelque chose comme ça ou alors c'est mon interprétation? Non, tu as raison, c'est juste, mais en fait, la stratégie de marketing de l'époque, il y en avait pas finalement.
Donc, tout ce qu'on crée aujourd'hui en ayant déployé une vraie équipe marketing, parce qu'il y a 3 personnes qui nous ont rejoints en début d'année, et c'est devenu un pôle qui est important, hormis évidemment l'influence, les collabs, parce qu'on a un plan d'activation sur l'année 2026 déjà. On a envie d'être plus visible. Et pour être plus visible et pour aller chercher, tu le sais, du chiffre à l'international et de draguer un peu on va dire les acheteurs des départements de store ou des bons masters franchisés par pays, il faut avoir bien sûr un vaisseau amiral, ce qu'on n'avait pas. Et alors ta question était très drôle, mais je vais dire que ce concept mis en avant est peut-être un peu plus féminin. Tous les concepts qui avaient été faits par mon père. Aujourd'hui, on a pris beaucoup de plaisir avec ma sœur Léa. Elle a eu des idées géniales de mise en place et on se retrouve dans un espèce de cocooning ultra féminin et qui colle complètement aux attentes de nos clientes et à nos collections. Tu vois, il n'était pas inutile que je te fasse revenir sur les raisons de l'ouverture d'un magasin comme celui-là, parce que il y a plein d'explications. Je me doutais bien qu'il y avait plein d'explications. Elles te semblent évidentes en interne, il n'y a pas besoin de les redonner. Mais quand on va le communiquer en externe, il est important de pouvoir comprendre les décisions qui préfigurent la suite de la stratégie marketing de Sud Express. Très juste. Bon, donc ça, c'est, je reviens, sur les projets, l'international, avec une stratégie adaptée, différente de la France, là aussi. Oui. En France, ouvrir un flagship comme tu as envie d'en ouvrir dans les autres capitales, finalement, européennes. Il faut qu'il y ait aussi à Paris, ce flagship. Ça s'inscrit dans cette stratégie marketing, cette revendication d'affirmation de la marque. Complètement. Et on parlait tout à l'heure d'assets de marque. On comprend bien à quel point c'est important. Et il y a une suite aussi, il y a un autre point que tu voulais évoquer dans la suite, Oui, effectivement, il y a un autre projet qui nous tient à cœur, qui est fort. Il y a notre deuxième marque qui s'appelle les Tricots de Léa. Et donc, on a un très très beau projet, parce qu'en avril aussi, on ouvre la première boutique rue des Rosiers, les Tricots de Léa. Donc pour un ceux qui concept connaissent pas, fort. c'est une fameuse rue du Marais. Oui, une fameuse rue du Marais, qui s'est vraiment renouvelée depuis 2-3 ans. On a pris une cellule qui est vraiment avec un environnement de belles marques qui sont plutôt liées au tricot de Léa. Et on a un vrai challenge également avec cette marque, puisque ça va être la première boutique et on va en ouvrir une vingtaine sur notre plan, donc sur les 4 prochaines années. Vingtaine, ok, en 4 ans. 20 qui se trouveront où? Parce que les tricots de Léa, on est d'accord, c'est plutôt des pièces pour l'hiver. C'est de la maille, donc c'est du tricot, mais on peut trouver des équivalences évidemment l'été avec des petites mailles, du lin, du cachemire fin. Je fais exprès de te poser la question parce que tu m'as montré la collection qui est juste derrière moi avant et qu'effectivement il y a autre C'est chose. pas mal d'ailleurs. Qui est pas mal. Mais ouais, l'idée c'est d'aller viser en fait plutôt du Cali que du Canty, et donc c'est en gros les grandes agglos, les beaux bords de mer et un peu de montagne, parce que on a ouvert 2-3 points de vente à la montagne avec Sud Express et c'est assez incroyable de voir les résultats. Est-ce qu'il y a une saisonnalité forte à la montagne? Alors ça dépend où. On a ouvert à Chamonix. Alors on dit que c'est une station, pour moi ça l'est pas forcément. Chamonix vit toute l'année. Et donc il y a des chiffres qui sont linéaires au mois le mois. Et on a ouvert également à Megève. Et la chance de Megève, c'est une station qui va aussi bien l'été que l'hiver, avec une clientèle forcément différente. Mais l'anecdote ici, c'est que notre premier chiffre de France sur le mois d'août dernier, devant Cannes, Deauville, Le Touquet, La Baule, eh bien c'est Megève. Ok, d'accord. Et c'était la première fois? Et c'était, alors on a ouvert il y a 2 ans, c'était les 2 mois d'août qui se classent en haut du classement. Et on a tous été très surpris, bien sûr. Eh ben, écoute, ça veut dire que vous avez bien ciblé. Justement, parlons 2 secondes des emplacements. Quelle est votre stratégie sur les emplacements? Puisque dans le retail, on sait à quel point c'est clé, les emplacements. Est-ce que vous êtes une enseigne de destination ou pas? Est-ce que, faut trouver, des points de passage? On parlait, de la rue des Rosiers et on l'a comparé à une autre rue du Marais, des Francs-Bourgeois. L'emplacement, c'est clé. Ah bah oui, emplacement, mais il faut aussi avoir la bonne marque et le bon produit, parce que sinon, Bien on le sûr. voit aujourd'hui, tu as des enseignes du mass market, pour en revenir, qui ont les top emplacements et qui ont pas l'offre adaptée et justement qui ferment. On le voit de plus en plus, mais on a la chance d'avoir un beau maillage, un beau parc de magasins qui est sain, essentiellement en pied d'immeuble, dans des rues principales.
On n'a pas forcément une clientèle de destination. En revanche, c'est vrai que quand elle nous voit et qu'elle pense à nous, eh bien, elle rentre, elle achète en terrain de confiance et elle revient. Donc c'est plutôt réussi, mais le parc est très, très sain. Aujourd'hui, on a validé chaque emplacement nous-mêmes, ce qui fait qu'on n'a jamais, pris un bail, une boutique à distance avec les outils digitaux qu'on connaît et donc je crois que c'est ce qui fait la différence. Tu me disais que tous les points de vente étaient rentables. Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir, je crois, si je dis pas de bêtises, 27% de rentabilité nette par point de vente en France. Oh, c'est énorme. Oui, parce que, le nerf de la guerre, c'est de maîtriser, les valeurs locatives, de savoir quel loyer au maximum tu peux payer par rapport à la ville, mais surtout par rapport à ton chiffre d'affaires attendu. Et parce qu'on connaît bien notre marque, son potentiel, et encore une fois grâce aux outils de data qu'on a mis en place dans la boîte, puisqu'on est assez bien outillé en outils data, ça nous permet de pas faire d'erreur, de pas se tromper et d'avoir des charges qui soient, en tout cas, saines à dépasser. Est-ce que tu pilotes beaucoup par le contrôle de gestion Les points de vente? l'ensemble de l'activité de l'entreprise? Oui, énormément, mais vraiment le point clé, c'est l'analyse de la data parce que, en fait, je crois qu'en 2019, on devait dépenser 200 000 € par an en investissement IT et on n'a pas hésité à passer à 1,2 million. Ah oui. Donc on a multiplié par 6 nos investissements IT. Les investissements annuels, chaque année, c'est ce que vous dépensez? Ouais, 1,2 million, en outils informatiques et en fait, les gens de notre écosystème, que ce soit des banques, des fonds, des gens qu'on rencontre, nous disent: «Mais les gars, vous avez une boîte où vous êtes outillés comme si vous étiez 10 fois plus gros» et Ça, c'est une base solide pour supporter la croissance. Est-ce qu'il y a des enjeux liés à la croissance, des goulets d'étranglement ou pas? alors, la croissance, oui, mais surtout c'est le fait d'aide à la décision. En fait, si je peux résumer un peu notre entreprise, les 3 points essentiels, c'est un, le fait qu'on soit une boîte à taille humaine, familiale, ce qui veut dire agilité et structure souple. 2, c'est bien sûr le positionnement de la marque et 3, c'est la data et les outils qu'on a à disposition d'aide à la décision où, on va plutôt vite. OK. Tu parlais tout à l'heure, je voudrais faire, un petit point, un petit focus dessus sur le e-commerce qui veut passer de 10 à 20 et tu nous as donné le chiffre d'affaires 75 millions. Ça veut dire que le e-commerce, c'est 7 et quelques millions Ouais. d'euros. L'objectif, c'est de passer à 15, Mmh. c'est ça? Dans combien de temps? Et comment on fait pour augmenter autant la part de e-commerce dans le chiffre d'affaires? 15, c'est que ça veut dire que le chiffre d'affaires global de l'entreprise n'a pas évolué. Pour 15 millions, c'est 20 de 75. Si on dit que dans 5 ans, vous êtes plus proche des 100, ça veut dire presque 20 millions de ventes en ligne. Comment on structure cette approche? Alors c'est un point essentiel, merci de le soumettre, mais on est assez en phase avec ce plan qui est encore une fois conservateur. On pense qu'on va y arriver sur la durée de notre BP, donc dans Ouais. 5 ans. Quand je dis 100 millions dans 5 ans, tu me l'as pas dit, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur? C'est plus? C'est ça? C'est 120 millions même. 120. Mmh. Ouais. Et en fait, c'est quasiment doublé de chiffre et doublé de marge. Et en fin de compte, ce qui est important pour nous et ce qui va faire la différence, le e-commerce, c'est facile, tu balances des OP, tu fais ton chiffre. Mais il faut savoir que chez nous, dans notre éducation, on n'a jamais été derrière la course au chiffre d'affaires. On pilote que la marge. Notre credo ici, c'est marge ou crève. Ouais, je sais, ça peut faire rire, mais c'est une vraie réalité. Je l'ai déjà entendu. Tu l'as déjà entendu? Oh là là. Ouais, marge ou crève. Bon, bah, en tout cas, c'est Mais je suis bien convaincu que c'est quelque chose. Je t'invite à lire le papier qui va sortir dans la presse la semaine prochaine, où c'est exactement, sans employer ces mots-là, ce que je dis, c'est piloté par la marge. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, je te parlais du contrôle de gestion, mais oui. parce que c'est fondamental. En plus de la cohérence du management de toutes les activités. Bien être conscient que quand tu bouges un pion dans la logistique, ça a une incidence sur le service client, et globalement sur la promesse que tu fais à tes clientes. Complètement et voilà, c'est essentiel pour nous. On regarde pas le chiffre d'affaires depuis toujours, et on est très prudent et on sait que pour les boutiques, un taux d'effort, ça doit être 18% de ton chiffre et on sait que la masse salariale, ça doit être tant et donc on pilote ça et malgré le fait qu'on soit dans une entreprise familiale, il y a aucun, il y a pas de coup de cœur.
C'est-à-dire que demain, si j'avais envie d'ouvrir sur les champs, je pourrais le faire. Mais je le fais pas parce qu'on fait nos PNL dans tous les sens, partout, comme tu dis, avec le contrôle de gestion. Ça, c'est une chose. Pour revenir à l'e-commerce, donc parce qu'on ne pilote pas le chiffre et qu'on n'est pas dans une politique d'opération promotionnelle, parce qu'on voit plein de petits copains qui se sont malheureusement cassés les dents, le gros sujet, on revient toujours au même sujet, mais c'est le marketing. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rendre la marque plus désirable, plus visible, et en créant de l'émotion, en racontant une histoire, et c'est ce qui va accroître la fréquentation du site, des On va réseaux. parler de l'acquisition. Quand on parle digital, on parle aujourd'hui d'omnicanalité, Mmh. c'est-à-dire l'intégration du dispositif physique des points de vente dans le digital ou l'inverse. Bref, qu'il y ait quelque chose d'unique, une expérience sans couture. Est-ce que c'est ce que vous avez déjà mis en place? Est-ce que c'est ce que vous allez accélérer? Est-ce qu'il y a un plan autour de ça? Oui, complètement. En fait, ce qu'on a mis en place depuis maintenant pas mal de temps, on a un stock donc qui est unifié, central, où où la cliente peut trouver la pièce au moment où elle le veut, même s'il n'est pas à disposition. Donc évidemment, on a l'e-réservation. Donc un stock unifié, on est d'accord, Oui, c'est-à-dire avoir la vue, la cartographie, la connaissance du stock en centrale et dans tous les points de vente. complètement. Ce qui permet, avec des outils aujourd'hui, on a par exemple une tablette en magasin. Quand le produit est en rupture, la cliente peut quand même l'acheter et le recevoir 48 heures plus tard. Le Ship from Store, qui a été déployé récemment, depuis, je crois 1 an et demi chez nous, permet si la pièce est en rupture à l'entrepôt central, ça permet à une boutique proche, il y a un algorithme qui tourne pour aller voir les moins bons vendeurs avec le stock qui dort le plus, pour aller piocher la pièce dans une boutique qui est pas loin et la livrer également à la cliente. Et ce qui est génial, c'est que la cliente, en tout cas, trouve son bonheur. Elle n'a pas la déception de ne pas avoir sa pièce. Et nous, à un niveau plus macro, à la fin de la saison, on réduit encore les résiduels parce que ça permet de tourner les stocks beaucoup plus vite. Est-ce que vous utilisez des options de vente privée, des stockages en fin de saison avec des ventes privées? On parlait de The Braderie avant qu'on enregistre, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, Edouard, qui sont mes bons copains depuis un moment. Je crois qu'on était leur premier client. Non, on n'est pas trop présent parce qu'en fait, on a une très bonne gestion de nos stocks. Je crois qu'on doit finir à peu près 4% de résiduels. Oui, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors c'est rien du tout, mais il y a un sujet quand même parce que ça veut dire quand tu es à 4% de résiduel que tu as forcément manqué dans tes points de vente. Donc attention aussi également au retour des franchisés et du terrain. Mais voilà, ça fait partie des héritages encore une fois de notre père qui nous a éduqués comme ça à préférer manquer que trop avoir. Tu parlais justement de la data, une entreprise qui est data-driven, c'est le terme. Les financiers qui disent, mais finalement, vous avez une infrastructure technologique qui est surdimensionnée, c'est ce que je comprends. Tant mieux pour pouvoir absorber les éléments de croissance. La data, on a commencé à parler de l'acquisition, la relation avec vos clientes, elle est fondamentale. Investir dans la marque, c'est aussi investir dans la fidélité, réduire les coûts d'acquisition. Puisque quand tu as une notoriété, on vient plus facilement vers toi, tu as moins besoin d'aller faire du paid pour trouver des clients justement. Ces sujets d'acquisition, de fidélisation, de CRM, comment ils sont traités ici? Il y a une équipe dédiée à ça? Quelles sont les opérations que vous êtes capable de mener? Alors, on a vraiment en début d'année accéléré sur cette partie-là. Encore une fois, avec l'équipe marketing qu'on a mis en place. On a la chance d'avoir quand même un maillage depuis longtemps. Donc, on a, je crois, une base de 700 000 clientes qui sont encartées. Donc, c'est pas de la collecte d'emails, c'est des clients qui ont fait un achat en boutique chez Sud-Express. On a un programme de fidélité qui fonctionne bien, avec un système de points où la cliente reçoit des bons d'achat. Et on le voit dans l'analyse de la data, elle revient fréquemment, elle rachète et on a une cliente qui est finalement en confiance chez nous, du fait du rapport qualité-prix et de l'accueil qu'on propose en boutique, qui est essentiel en tout cas chez nous. Heu, Comment vous faites pour assurer une forme d'homogénéité de l'accueil en boutique? Parce que c'est important ça, que une cliente qui se trouve à Lyon puisse avoir le même accueil à Biarritz ou au Touquet. pas mal. En effet, bah, c'est un point qui est essentiel. C'est un point aujourd'hui qui est devenu très compliqué à gérer, la partie RH. Mais, dans des boîtes familiales comme la nôtre, on a mis en place, quelques process qui, je pense, font la différence. Notamment, pour chaque nouvelle responsable de boutique qu'on embauche en CDI,
je fais une visio avec elle d'1/4 d'heure en intégration où je lui raconte l'histoire de l'entreprise. Et généralement, elle se sent un peu intégrée à la success story et on va dire qu'elle est, peut-être plus concernée par ce qui se passe et elle a envie de bien faire. Et peut-être un autre point, c'est que je crois que je connais, toutes les vendeuses de France par leur prénom. Wow. Ouais, pardon, c'est ma minute de frime. Mais blague à part, je crois que ça fait énormément la différence parce que, on le voit, comment elle parle de la marque, de l'évolution, de la famille et les clientes le ressentent et il y a une envie de bien faire. On a des équipes qui veulent vraiment, évoluer, qui ont besoin de progresser et qui aiment le produit, évidemment qu'ils le portent, hein, c'est essentiel, on le sait pour vendre. Mais on a la chance d'avoir, je crois, des gens qui sont très, très attachés à la marque et on le retrouve finalement dans la fidélité. Il y a moins de turnover qu'ailleurs. Tu parlais tout à l'heure des influenceuses. Ouvrir un gros point de vente dans une capitale pour aussi recevoir les influenceuses dans des showrooms. Cette stratégie d'acquisition par l'influence, vous l'avez déjà testée, elle fonctionne? Vous en êtes où? Alors, on a testé beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec, notre nouvelle direction, on est un peu plus poussif, on va dire, sur cette stratégie-là. En revanche, oui, c'est vrai que ça fonctionne. On aime bien se servir. On a construit avec ma sœur un fil rouge qui est plutôt pas mal de dire: «Bah, tiens, on sait que nos clientes, c'est la mère et la fille, souvent et donc comment aujourd'hui on arrive à envoyer un message, encore une fois dans l'émotion, de dire: «Bah, tiens, cette influenceuse nous plaît, elle colle aux valeurs de notre marque, mais ce qui nous intéresse, c'est cette influenceuse et sa maman» et comment on les fait venir en boutique, comment elles s'échangent des pièces intemporelles qu'elles vont garder, peut-être qu'elles transmettront à leurs filles demain et je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus et il faut qu'on continue. Est-ce que vous avez, pour aller dans la suite de cette réflexion-là, réfléchi au live shopping? Alors oui, on voit que c'est avec tous les whatnot et tout ce qui se passe en ce moment que c'est, très développé. Non, pas encore parce qu'on a tellement de choses à faire. On a beaucoup, beaucoup de chantiers, mais j'espère qu'on montera pas on n'arrivera pas à manquer le train, dans quelques mois. Est-ce que, pour, continuer sur la relation avec les consommatrices et toujours, dans ce qui se fait aussi ailleurs, il y a une forme de collaboration, de co-construction dans l'identification des pièces que vous allez mettre dans les nouvelles collections? Alors oui, c'est un bon point que tu cites, avec, la proximité qu'on a avec nos équipes sur le terrain, on n'hésite pas chaque mois à les faire venir. On sélectionne un panel, on les fait venir, avec Léa, avec l'équipe de style et pour avoir des retours, très précis du terrain sur finalement, la demande. Donc on est très, très proche dans ce sens-là du terrain et on n'hésite pas bien sûr, un vendredi par mois, à envoyer l'équipe de style en boutique, à faire de la vente. Et un truc qu'on adore faire également, c'est dès qu'on est en solde, on demande à tout le siège d'aller en magasin et d'aller vendre. Et là, OK. c'est une journée assez incroyable où finalement, tous les gens qui sont dans les bureaux disent: «Bah, tiens, c'est quand même incroyable, ça a rien à voir et je comprends pourquoi on a mis telle procédure en place, telle chose en place, ça a du sens». Ah, c'est hyper bien de faire ça. Ouais, c'est bien évidemment parce que souvent les collaborateurs du siège rentrent, le lundi matin avec beaucoup d'idées et surtout, avant tout, on s'amuse beaucoup. Non, mais ça permet de revenir, aux fondamentaux, c'est-à-dire, la vente. Tous ceux qui sont au siège, ils sont là parce qu'il y a bien des vendeurs dans les magasins, des vendeuses en l'occurrence. Il y a des hommes. Alors, très peu, alors de plus en plus. C'est vrai? Ouais, très peu et alors quand c'est le bon profil, ça marche très, très, très bien parce que notre cliente adore, être bien conseillée, mais voilà, faut être un peu plus rigoureux qu'avec une femme. Benjamin, on arrive à presque 1 heure d'enregistrement. J'ai l'impression, d'avoir, une histoire une histoire entrepreneuriale et familiale comme il en existe, plein, mais finalement peu dans ce secteur-là, qui fonctionne. Merci pour la confiance, pour, la sincérité avec laquelle tu t'es, confié, tu t'es raconté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront été, des auditeurs, attentifs à tout ce que tu as dit. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot de la fin? Oui, le mot de la fin, je pense il faut essayer de pas être des suiveurs dans notre métier. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Ça va évidemment très, très vite avec, les outils de data, avec l'IA.
Il y a eu un énorme sujet RSE, évidemment, il y a quelques années. On sent que ça s'essouffle un peu, même si aujourd'hui on est rentré dans les codes, mais il faut faire attention à pas suivre comme des moutons dès qu'il y a une nouvelle loi ou une nouvelle chose qui tombe, et bien prendre le recul, le temps de voir si c'est nécessaire pour la marque. Je prends l'exemple du coton bio, par exemple. Tout le monde a dit il faut faire du coton bio, mais le coton bio, on sait que ça consomme beaucoup plus d'eau que du coton normal. Donc on est très très vigilant à tout ça et on prend le temps. Voilà, on a un projet de long terme. On a le temps de bien faire les choses, de pas se précipiter et d'essayer de tout faire avec attention et de façon qualitative pour protéger ce bel héritage et cette belle marque qu'a fondé notre père il y a presque 50 ans. Eh ben écoute, Benjamin, merci beaucoup. C'est un super mot de la fin. Si on veut te retrouver, c'est quoi? LinkedIn qui est le meilleur endroit pour ça? Comment on fait si on veut te contacter? Ouais, LinkedIn, Ça me paraît bien. Et ça si me vous paraît bien. avez des difficultés, mais je crois que vous n'en aurez pas à rencontrer, à rentrer en contact avec Benjamin, vous pouvez toujours l'accueil il a été canon, me contacter. Je me ferai un plaisir de relayer votre message à Benjamin. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Merci pour les messages d'encouragement que vous me faites parvenir semaine après semaine. Je vous invite à vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix, probablement celle sur laquelle vous écoutez cet échange. Vous pouvez également suivre sur WhatsApp, il y a un groupe WhatsApp. Abonnez-vous à la newsletter pour pouvoir avoir accès au groupe WhatsApp. Newsletter que j'envoie tous les vendredis. Vous pouvez également suivre sur YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, enfin bref, tout ce qui existe en termes de plateformes. Abonnez-vous, relayez, partagez au plus grand nombre autour de vous si vous avez en tête des noms de personnes qui pourraient être intéressées par l'écoute de cet épisode. N'hésitez surtout pas à leur partager. Benjamin, merci encore pour ton accueil et Merci puis Cyril. à très bientôt. Très belle rencontre.